Alors, aujourd'hui, notre matériel d'exploration est d'un minimalisme qui frôle vraiment l'absurde. On ne va pas se plonger dans des centaines de pages de recherche universitaire, ni analyser un essai philosophique tentaculaire. Ouais, on est très loin de tout ça pour une fois. C'est clair. En fait, notre source se résume à une seule image. C'est littéralement la couverture de l'édition de poche d'un livre de développement personnel qui a inondé le monde, Miracle Morning de Hal Elrod. Et il faut bien préciser d'emblée qu'on ne va absolument pas juger la méthode décrite à l'intérieur du livre aujourd'hui. Non, non, on laisse le contenu totalement de côté. Notre mission pour cette analyse en profondeur, c'est de disséquer l'anatomie d'une promesse éditoriale. D'accord? Décortiquons un peu tout ça. Comment une simple combinaison de couleurs, un logo et 3 petites lignes de texte arrive à genre pirater notre attention pour nous vendre une transformation radicale? En fait, quand on évoque l'ingénierie de précision, l'image qui vient à l'esprit, c'est généralement un moteur d'avion de chasse, ou l'architecture d'un microprocesseur, où chaque nanomètre a une fonction binaire incontestable. Un truc très mécanique et palpable, quoi. Exactement. Mais cette vision mécanique occulte une forme d'ingénierie beaucoup plus redoutable car elle est invisible. L'architecture de la persuasion visuelle et sémantique obéit à des règles tout aussi mathématiques qu'un circuit imprimé. Sauf que le composant qu'elle cherche à activer, c'est le cortex humain. Ah ouais, c'est fascinant vu comme ça. Et sur la couverture d'un livre, l'espace est dramatiquement limité. L'éditeur ne dispose que de quelques centimètres carrés et d'une fraction de seconde pour convaincre un regard qui balaye distraitement un présentoir de gare. Chaque millimètre d'encre doit avoir un retour sur investissement psychologique immédiat. Et le point d'entrée, inévitablement, c'est le texte. La première collision visuelle se fait avec les caractères les plus imposants. On a le nom de l'auteur Hal Elrod écrit en lettres relativement fines, tout en haut, comme s'il flottait. Tout à fait. Et juste en dessous, écrasant tout le reste de la composition par sa taille et ses lettres capitales, blanches, très épaisses, on trouve le titre Miracle Morning. 2 mots qui prennent toute la place vraiment au centre de l'image. Ce qui est fascinant ici, c'est l'incroyable tension créée par la juxtaposition de ces deux mots. Ce qui opère au niveau psychologique, c'est l'exploitation d'une dissonance cognitive pure. Attends, comment ça, une dissonance cognitive? Le cerveau humain fonctionne en catégorisant l'information. Quand il lit miracle, il active un réseau sémantique lié au divin, à la rareté absolue, à une intervention surnaturelle qui défie les lois de la physique. C'est un truc qui échappe totalement à notre contrôle. Ouais, un événement magique, quoi. C'est ça. Puis, la milliseconde suivante, l'œil lit morning, le matin. Et là, c'est l'antithèse absolue du miracle. Le matin, c'est la gravité de l'existence. C'est la sonnerie agressive du réveil, la routine, l'obligation métabolique de se lever, le café tiède. C'est vrai que le contraste est violent. Grave. Associer le surnaturel le plus grandiose à la banalité la plus répétitive, ça crée un véritable court-circuit neuronal. L'esprit est forcé de s'arrêter pour résoudre ce paradoxe. Et c'est ça qui garantit l'attention. Je vois. En fait, c'est un peu comme si on essayait de vendre un élixir d'immortalité mystique, mais qu'on précisait sur la notice qu'il suffit de le faire couler directement dans le filtre en papier de la cafetière, juste entre la poubelle de la cuisine et le réfrigérateur. C'est une excellente analogie, c'est exactement ça. L'association détruit le côté sacré de la magie, mais paradoxalement, elle rend le surnaturel incroyablement domestique et accessible. On nous promet que l'extraordinaire peut être programmé sur commande tous les jours avant 7 heures. Et cette démystification de l'exploit, c'est le moteur principal du développement personnel moderne. En rendant le miracle opérationnel, on transfère la responsabilité du divin vers l'individu. Ce n'est plus une grâce qu'on attend passivement, c'est un résultat qu'on produit par un processus quotidien. Mais il y a un truc qui me chiffonne quand même. La couverture qu'on a sous les yeux est formatée pour le marché francophone. Tout le reste est en français, mais le titre principal n'a pas été traduit. Il reste Miracle Morning. Ouais, c'est un choix très spécifique. Bah oui, ça pose un vrai problème de logique, non? Pourquoi ne pas avoir opté pour Le matin miraculeux ou Le miracle du matin? En gardant l'anglais, ça fait un effet de marque brevetée. Est-ce que ce n'est pas une barrière inutile pour un livre grand public? En fait, traduire littéralement par le miracle du matin risquerait de basculer l'œuvre dans une toute autre catégorie. Ça sonne comme un recueil de poésie bucolique ou un conte philosophique un peu perché. Ah oui, je vois. Un truc beaucoup plus littéraire. Voilà, en préservant Miracle Morning, l'éditeur évacue la dimension poétique pour installer une dimension technologique. L'anglicisme, dans l'inconscient collectif européen du marketing, ça véhicule une aura de pragmatisme américain, d'efficacité prouvée.
Une méthode redoutable, quoi. Exactement. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est une marque déposée, un outil importé directement de la culture du succès outre-Atlantique. C'est perçu comme un logiciel qu'on installe dans son quotidien, donc l'autorité de l'anglais compense largement la barrière de la langue. Donc le titre agit vraiment comme le slogan paradoxal d'une technologie brevetée. Mais un titre aussi ingénieux soit-il, c'est surtout un hameçon. Il attire l'attention, mais il ne conclut pas la vente émotionnelle. C'est le rôle du texte placé juste en dessous, non? Si l'on relie cela à une perspective plus large, oui, c'est là que la psychologie du besoin entre en jeu. Parce que sous le cercle central, on a ce sous-titre en français avec un point d'exclamation très assertif: offrez-vous un supplément de vie. L'ingénierie sémantique de cette courte phrase est bluffante. Commençons par l'impératif réflexif « offrez-vous ». L'industrie de la transformation personnelle repose sur la discipline, l'effort, la contrainte de modifier ses habitudes. C'est un boulot colossal. C'est clair. Se lever à l'aube, c'est pas une partie de plaisir. Et c'est pour ça que l'utilisation du verbe offrir opère un recadrage cognitif spectaculaire. La douleur de l'effort matinal est immédiatement transmutée en un acte d'amour-propre. Ça ne sonne pas comme une corvée supplémentaire, mais comme un cadeau bien mérité qu'on se fait à soi-même. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on file la métaphore, le mot supplément nous emmène direct dans le vocabulaire de la nutrition ou du sport. Ah oui, totalement. On prend un supplément de magnésium pour pallier une carence de notre métabolisme. Donc la méthode est vendue comme une sorte de vitamine existentielle. C'est une façon très clinique d'aborder le bonheur. On a l'impression de soigner une maladie. Cette médicalisation métaphorique, en fait, ça révèle en creux un diagnostic sociétal très clair et un peu sombre. Pour promettre un supplément de vie, il faut implicitement que l'individu moderne admette que sa vie de base est insuffisante. Qu'il est en déficit. Voilà, le postulat, c'est que la personne est en état de malnutrition existentielle. Elle manque de temps, d'énergie, elle a le sentiment que sa vie ne lui suffit pas, la routine est perçue comme un état de carence. Sauf qu'il y a une contradiction énorme là-dedans. Si la méthode s'adresse à des gens déjà épuisés par la vie moderne, promettre ce supplément d'énergie pile au réveil, c'est complètement contre-intuitif. Le matin, c'est là où on se sent le plus vulnérable, où la batterie est à zéro. C'est vrai que c'est le moment le plus dur, hein. On lutte contre notre propre corps pour sortir du lit. Choisir ce champ de bataille-là pour imposer une nouvelle routine, c'est oser. C'est même presque sadique. Pourquoi pas un miracle evening tranquille après le travail? Parce que c'est toute l'audace de marketing de la rédemption. Psychologiquement, vaincre le moment de friction maximale, c'est ce qui génère le sentiment d'accomplissement le plus intense. D'accord, l'idée c'est de frapper un grand coup dès le départ. Exactement. Le matin représente la victoire sur l'inertie du corps, sur la nature animale. Si la méthode arrive à convaincre qu'on peut triompher de son envie de rester sous la couette, elle prouve que tout le reste de la journée peut être dominé pareil. L'inversion du rapport de force en fait. C'est ça. On vend la victoire sur sa propre fatigue. Et la difficulté extrême valide l'ampleur du miracle promis. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé des mots et ils sont presque agressifs. L'injonction est forte, la promesse de changement est radicale. Mais quand on regarde la sémiotique visuelle de la couverture, on reçoit des signaux super différents. C'est fait pour rassurer, non ? Ah, mais la dissociation entre la charge sémantique et la charge visuelle, c'est le point d'orgue de ce design. Le texte exige une refonte totale de l'existence, et ça, le cerveau humain déteste. C'est anxiogène. Donc le design adoucit le message. Oui, l'environnement visuel doit impérativement calmer et endormir la méfiance pour contourner cette résistance naturelle. C'est super frappant. On a un arrière-plan bleu clair, très doux, presque pastel, et au centre, ce grand cercle dans des tons de jaune et d'orange, mais ce n'est pas un rond géométrique parfait, il a une texture d'aquarelle superposée. On voit les traces de pinceau, c'est translucide, irrégulier. Et le choix de l'aquarelle est tout sauf fortuit. Sur le plan sémiologique, ça véhicule de l'humanité, de la chaleur, une approche organique. Par opposition à un truc fait à l'ordinateur, quoi. Complètement. Si ce soleil levant avait été en art vectoriel parfait et rigide, le message aurait été celui de l'intransigeance. Ça renverrait à l'univers corporate, à la discipline militaire, où l'erreur n'a pas sa place. L'aquarelle, ça implique l'eau, l'imprévisibilité et la fluidité. Je veux bien, mais soyons honnêtes 2 secondes. L'aquarelle, c'est aussi une immense mode graphique. Est-ce qu'on ne surintellectualise pas un peu un truc qu'un graphiste a juste pris sur Canva parce que c'était tendance? C'est une remarque classique, mais les tendances ne naissent jamais dans un vide sociologique. Si ce style visuel domine l'industrie du bien-être, c'est précisément parce qu'il répond à un besoin collectif de clémence. Donc ça donne le droit à l'erreur. Oui, l'aquarelle donne la permission d'être imparfait. Ça dit, en filigrane, oui, le texte vous demande un effort surhumain, mais regardez comme le visuel est doux. Si vous échouez un matin, la méthode s'adaptera comme l'eau sur le papier.
Ça désamorce totalement l'anxiété de performance. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? On a un design global qui ressemble plus à un carnet de méditation ou un recueil de poésie qu'à un manuel de productivité. Le design chuchote pour faire accepter un titre qui crie. Et cela soulève une question importante concernant le dernier détail de cette couverture, le logo Pocket en bas à gauche. Ah oui, le petit rectangle bleu et blanc posé à la verticale, le format de poche. Le format indique la démocratisation totale de l'idée. Pendant des siècles, l'accès à la transformation intérieure nécessitait des objets intimidants, de lourds grimoires enfermés dans des bibliothèques inabordables. Le logo Pocket montre que ce miracle existentiel a été formaté pour être accessible à tous. La sagesse devient un accessoire du quotidien qu'on glisse dans son sac à dos, on l'achète avec un café à la gare. Le miracle est portatif et abordable. Exactement. Et la synthèse de tout ça est redoutable. Le titre provoque un choc en mêlant la banalité au divin, le sous-titre exploite le manque d'énergie de notre époque et l'esthétique apaisante du format de poche anesthésie nos défenses rationnelles. C'est vraiment la preuve qu'à l'ère de la surcharge d'informations, l'emballage d'une idée, c'est de l'ingénierie de précision. S'attarder sur une simple couverture, ça nous aide à comprendre ces mécanismes. C'est indispensable pour naviguer avec discernement face aux innombrables promesses de transformation personnelle. Démonter cette machinerie, ça permet de séparer notre propre valeur du produit qu'on essaie de nous vendre. C'est clair, ça nous redonne la liberté de choisir. Et ça m'amène à une pensée finale assez provocatrice pour clôturer cette analyse. Si un simple petit objet imprimé arrive à encapsuler l'espoir d'obtenir un supplément de vie rien qu'en monétisant l'aube, on peut vraiment se poser des questions sur l'avenir. C'est-à-dire, Eh bien, l'aube a déjà été colonisée par le marketing. C'est devenu un espace où l'on doit prouver notre valeur. Du coup, quels seront les prochains moments de transition banale à être rebaptisés en miracle pour pallier notre fatigue? oh, je vois très bien où ça mène. Est-ce qu'on devra bientôt acheter le Miracle Commute pour rentabiliser le trajet dans les transports? Ou la Miracle Lunch Break? Et les quelques minutes juste avant le sommeil? Peut-être que le simple fait de ne rien faire, d'exister dans la fatigue sans chercher de supplément, va devenir le véritable acte de rébellion de l'époque moderne. C'est une perspective fascinante. Une réflexion à garder à l'esprit peut-être lors du prochain réveil.